Bonne journée à tous. Un accident s'est déroulé hier soir non loin du KFC de Fouriane en Haute-Corse pour des raisons qui demeurent pour l'heure indéterminées. Un véhicule a renversé 3 femmes. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux afin de porter assistance aux victimes. Ces dernières ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bastille. Une longue page justice à présent avec des peines de 15 à 14 ans de réclusion qui ont été requises à l'encontre de Guy Orsoni et Antosimone Moretti pour association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime. Plus précisément, le procureur de la République du tribunal correctionnel de Marseille a demandé 14 années assorties d'une peine de sûreté des 2/3 contre Antosimone Moretti en récidive légale. Contre Guy Orsoni, le procureur a requis 15 ans assortis là aussi d'une période de sûreté des 2/3. Enfin, 3 ans dont 2 ans avec sursis ont été demandés à l'encontre de Thomas Milani, jugé pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit et un recel de vol en bande organisée. Rappelons que les 3 hommes sont jugés pour lundi pour association de malfaiteurs. Le 19 octobre 2018, Guy Orsoni et Antosimone Moretti avaient été arrêtés alors qu'ils se trouvaient sur une moto volée, armée, à proximité du domicile de Pascal Pori, membre présumé du Petit Bar. Le délibéré sera rendu ce jeudi 15 mai en fin d'après-midi. Justice toujours, la cour d'assises de Haute-Corse a condamné Chaïb Bouayab à 76 ans à 15 ans de prison pour le viol d'un petit garçon de 6 ans dans la région de Porto-Vecchio. L'avocat général avait requis 12 ans d'emprisonnement. Les faits se sont déroulés en 2016 dans un potager dont s'occupait Chaïb Bouayab, qui était aussi le voisin de la victime. Le verdict est donc tombé après 3 jours d'audience. Cette dernière s'est déroulée à huis clos. Justice toujours, 3 hommes dont un père et son fils sont comparus vendredi dernier devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour trafic de stupéfiants. Les faits remontent à novembre 2021. Le représentant du ministère public avait requis la condamnation et l'incarcération des 3 prévenus. Vu la gravité des faits, les antécédents pour l'un des prévenus et au regard d'un contrôle judiciaire très peu respecté de la part d'un autre prévenu, a indiqué Nicolas Sept dans un communiqué. À l'issue de l'audience, les 3 prévenus ont été condamnés par la juridiction, dont l'un en état de récidive légale. Ils ont été coupés respectivement de 2 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, de 3 ans dont 1 an avec sursis probatoire et mandat de dépôt, et le dernier de 3 ans dont 2 avec sursis probatoire. La peine ferme devant également être effectuée sous bracelet électronique. La juridiction a en outre prononcé envers ces 3 hommes une interdiction de porter et de détenir une arme pendant 5 ans. Une petite phrase noyée au milieu de plus d'1 heure d'audition devant une commission d'enquête du Sénat du ministère de la fonction publique et de la simplification. Laurent Marcangeli pourrait bien bousculer l'avenir de l'Institut régional d'administration de Bastille. En effet, Laurent Marcangeli a annoncé qu'il avait l'intention d'initier la fusion des IRA, ce qui aurait pour conséquence la centralisation de toute la fonction cadre. Autrement dit, cela signifierait le redéploiement de quelques emplois, mais surtout une perte d'indépendance de fonctionnement pour l'IRA de Bastille. Une perspective qui a fait bondir le député de la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani. Celui-ci a adressé une question écrite au ministre et considère qu'une recentralisation des fonctions cadres des IRA participerait au déclassement de Bastille. On écoute Michel Castellani. Oui, j'ai immédiatement réagi en envoyant dès ce matin une question écrite au ministre. Il est évident que le danger est grand de voir une centralisation catastrophique, de voir l'IRA, en particulier l'IRA de Bastia, vidé de sa substance. Moi, je me suis prononcé sans ambiguïté, c'est marqué dans la lettre, pour le maintien total des fonctions, des compétences et des moyens de l'IRA de Bastia. Nous connaissons tous l'utilité pédagogique de cette IRA et nous connaissons tous également le rôle social et sociétal qu'il remplit en faveur de Bastia et de la Corse. Donc, il est certain que le député que je suis ne peut rien faire d'autre que de se positionner très, très clairement aux côtés de l'IRA de Bastia. Si on comprend bien, la pérennité des IRA en eux-mêmes et leur délocalisation, entre guillemets, ne serait pas forcément menacée, puisqu'il y aurait toujours des IRA à Bastia, mais vous ce que vous craignez, c'est la suppression des fonctions de cadre et donc une perte d'indépendance par rapport à Paris, c'est ça? Oui, non, il y a déjà eu des coups qui ont été portés. Vous savez très bien que d'abord, on avait annoncé que les IRA seraient au contraire promus, qu'ils passeraient à 200 élèves par établissement, qu'ils devaient recruter 2 postes supplémentaires chacun, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Et puis ensuite, il a été décidé, au contraire, de faire marche arrière toute pour la fusion des 5 IRA.
Il y a eu d'abord le coup de Lille qui a ouvert un nouveau centre à Nanterre. Donc on est passé à 6 avec des moyens de 5. C'est déjà un mauvais coup. On a supprimé les 2 postes qui venaient d'être créés. Tout ça, ça n'indique rien de bon. Et là maintenant, ce qui est annoncé est un coup de massue supplémentaire pour les établissements, et notamment celui de Bastia. On sait que votre cheval de bataille, en tant que député de la première circonscription de Haute-Corse, est Bastier. C'est d'éviter le déclassement de Bastia. Selon vous, ce qui s'annonce pour les IRA participerait de ce déclassement, en fait, c'est ça? Absolument, oui. On sait très bien que l'IRA de Bastia est un moyen important de rayonnement de la ville, d'attractivité, sans compter évidemment l'influence qu'il a sur la vie économique de la ville. Donc, il est évident que toucher à l'IRA de Bastia, c'est toucher à l'attractivité et à la santé économique et sociale de la ville, évidemment. Et moi, je ne peux que m'engager, comme je m'engage systématiquement, pour la défense de tout ce qui concerne Bastia et Massirco, évidemment. Très concrètement, un dernier mot, vous attendez une clarification rapide de la part du ministre Marcange, qui en plus connaît bien au final l'IRA de Bastia, puisqu'il est corse, donc il connaît un peu sa spécificité. J'espère. Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer directement le ministre pour l'instant, je vais le faire. Mais enfin, j'ai pari au plus pressé en m'adressant à lui par courrier, quoi. Ce samedi à Ghisonaccia aura lieu une compétition internationale de Muay Thai K1 Kickboxing. Il s'agit d'un rendez-vous d'exception qui permet d'accueillir les meilleurs talents de la discipline, mais qui permet également de montrer les talents insulaires. Le club de Ghisonaccia constitue ainsi un véritable vivier. Il forme et accompagne les champions et les professionnels de demain. Dans ce contexte, organiser une telle compétition est à la fois un challenge et une opportunité. On écoute à ce sujet Lionel Giovanni. La seconde édition de l'UFN Corsica qui va se dérouler ce samedi sur Ghisonaccia, le gymnase de Ghisonaccia. C'est un événement qu'on attend, que beaucoup de monde attend. Il y a énormément de boxeurs internationaux de classe mondiale, on dira, avec plusieurs champions du monde et sans oublier nos locaux qui vont combattre pour que la Corse brille. L'UFN, c'est quoi? L'UFN, en fait, c'est un label déposé par 2 amis, William Jutenberg et Julien Martinez, qui sont des pointures du kickboxing en France. Et ils ont déposé donc ce label et ils en ont fait une compétition incontournable en France. C'est la compétition, l'une des compétitions les plus attendues en France. C'est très long à organiser. Il nous faut plusieurs mois pour organiser tout ça. Hein. C'est vraiment du travail quasiment à plein temps, je dirais. Nous, on fait notre partie avec mon associé, avec mes associés Patrick Tinet et Alexandre Gambotti. On fait notre partie, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est logistique interne. Et après, du côté de Julien et de William, il y a plus la recherche de boxeurs, de pointures, parce qu'ils ont tous les deux un carnet d'adresses énorme. Cette manifestation, elle est ouverte, bien sûr, au niveau du public, je parle, pour les passionnés, pour les boxeurs même qui ne sont pas en compétition, mais elle est ouverte à tout le monde. On a l'impression qu'aujourd'hui, aller voir un combat de kickboxing, ça se démocratise aussi beaucoup. C'est ça, en fait, les mentalités ont changé. Quand vous parlez boxe, maintenant vous parlez plus bagarre de rue. Avant, on avait l'impression que boxer, c'était aller dans la rue et s'en mettre plein la gueule en parlant bien. Alors maintenant, non, ça s'est démocratisé. Il y a énormément déjà de féminines. Nous, on essaye justement de faire boxer beaucoup de féminines. D'ailleurs, sur le plateau, l'UFN, c'est l'un des seuls, voire le seul gala où on peut retrouver beaucoup de féminines qui combattent entre elles. Mais après, pour ce qui est du public, franchement, c'est du tout venant. C'est de 12 mais même de 10 à 100 ans, si on y arrive. Pour revenir sur ce plateau, vous nous avez dit des grosses pointures. Alors là, cette fois-ci, pour les initiés, est-ce qu'il y a quelques noms qui se dégagent de l'affiche? Alors oui, bien sûr, il y a des noms qui se dégagent de l'affiche. L'année dernière, pour la première édition, on a fait un championnat d'Europe. On a organisé un championnat d'Europe avec Ismaël Fajri, qui a gagné d'ailleurs. Il est venu au dernier moment parce qu'il y avait eu une blessure. Alors moi je parle de 2 ans avant le championnat d'Europe. Et on lui avait promis de le faire combattre et on lui a organisé un championnat d'Europe. Il a gagné son championnat d'Europe. Depuis, il a été recruté, on dira entre guillemets, il était déjà en équipe de France par la WACO. La WACO, c'est la plus grosse organisation mondiale de kickboxing. Entre guillemets, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Et il a gagné cette année le championnat, la Coupe du Monde à Bangkok. C'est énorme ce qu'il fait, ce jeune. Et au-delà d'Ismaël, qui va combattre contre un élève de Fabio Pinca,
qui était une pointure il y a une dizaine d'années, qui était le numéro 1 de boxe thaï au monde, qui a combattu en Thaïlande. Donc c'est son élève qui vient combattre contre Ismaël. C'est un combat qui est attendu, toute la France attend ce combat. Au-delà de ça, Mohamed Omer, c'est on le représente même plus, c'est un multiple champion du monde qui va venir justement combattre chez nous. On a voulu faire connaître donc cet événement et en profiter justement pour que nos jeunes puissent combattre et justement, je le répète, mais se faire connaître. Au-delà de cette compétition, le TBK de Ghisonaccia, on a l'impression que c'est un véritable vivier de talents. Vous parliez des féminines avec des talents qui brillent sur les terrains. Oui, c'est ça. Nous, on a eu la chance de pouvoir s'occuper d'Océane Ayala. C'est une petite, une future pro, on dirait, une future prodige. C'est une prodige déjà de la boxe. On s'en occupe avec Patrick Tinet et Alexandre Gambout et on essaie de lui faire son plan de carrière. Et je pense qu'on va y arriver parce que elle a une progression énorme. Elle est déjà quasiment, franchement, j'ai rarement vu quelqu'un qui se débrouillait aussi bien en ayant frappé sur Bob. Vous connaissez pas Bob, mais je vous expliquer ce que c'est. C'est un petit mannequin en plastique et s'est entraîné dessus avec son père qui l'entraînait depuis petite. Et je lui tire mon chapeau parce que en s'entraînant que de cette façon, c'est très 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 difficile. Elle a une technique, on n'a quasiment rien à faire avec elle. Mais bon, on est là pour la faire progresser. Voilà, il y a elle, on a une jeune aussi junior, Lou Igoa, qui promet aussi. Elle a un potentiel de fou et quelques jeunes aussi de chez nous. Nous, on aime bien en fait s'occuper de carrière, de futurs pros. Voilà, je pense qu'on va se lancer plus là-dedans. Vous êtes en quelque sorte un centre de formation? En fait, on aimerait bien être un centre de formation. Si vous voulez, alors, je vais vous dire, on est un centre de formation parce qu'on a envie de l'être. Maintenant, si vous cherchez un centre de formation, non, on n'en est pas un. Mais franchement, c'est vraiment ce qu'on aimerait faire, en tout cas. Jeannette Marie, doyenne d'Ayatch, âgée de 107 ans, est décédée. Jeannette était bien plus qu'un symbole de longévité. Elle incarnait la mémoire vivante de notre cité, un lien précieux entre les générations, une figure respectée, aimée de tous ceux qui ont eu la chance de la connaître, écrit notamment Stéphanus Brage, le maire d'Ayatch, dans un communiqué. Tout au long de sa vie, elle a incarné les valeurs de solidarité, de courage et de sagesse, écrit-il également. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025, jour de la Sainte-Denise. Le ciel est voilé en Haute-Corse avec de larges éclaircies, mais aussi des passages nuageux, parfois denses. Globalement, le ciel sera lumineux et il n'y aura pas de pluie. En Corse du Sud, les nuages seront peu nombreux et le ciel prédominera. En milieu d'après-midi, des passages nuageux pourraient donner quelques faibles averses dans l'intérieur. Le soleil brillera sur le littoral. Le vent est faible et les températures de saison, 23 degrés pour Ayatch, au Portivecchio, Bonivaggio, 22 à Bastia, à Propia, 21 à Corti, 20 Calvi, La Cervionivi, Curugliano et 18 à Prunello di Fiumor, Buzzicavo et Ico. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.